euh, la participation à des ateliers et à des colloques. Je suis également reconnaissante envers Carole et je répète encore Eric, qui sont toujours mes anges et qui me protègent, quel que soit le problème que j'ai. Je remercie tous les amis, les camarades, les doctorants et ceux que j'ai rencontrés ici comme amis pour être venus nombreux, ceux du Cameroun, ceux de l'UCAP, ceux de la Côte d'Ivoire, ceux d'Eswatini, la RD Congo et le Ghana. Je suis vraiment reconnaissante envers toutes ces personnes qui ont décidé de participer à cet échange. Et cet échange s'articule autour de l'apport et de l'expérimentation relative aux formations biplurilingues en contexte francophone. Le contexte qui s'est souvent vu accepter de nouvelles approches pédagogiques, souvent dites inclusives. Or, nous avons constaté que l'évolution vers l'acceptation du multilinguisme et l'harmonisation des pratiques pédagogiques au sein de la communauté européenne à travers le cadre européen commun de référence pour les langues a permis d'harmoniser les pratiques pédagogiques. Et c'est pour cela que nous voulons voir quels sont les apports justement de l'usage de ces nouvelles pratiques-là, comme l'APC ou l'approche actionnelle, sur les formations, surtout en contexte, parce que le contexte est souvent une des choses qu'on n'observe pas dans nos pays. Et c'est pour cela que nous avons établi quelques repères, parmi lesquels le panorama et le contexte, l'historique de l'introduction des enseignements biplurilingues, les programmes et les projets d'enseignement plurilingue, la relation entre le cadre européen commun de référence, les approches pédagogiques souvent utilisées et le multilinguisme qui seront regardés aussi bien au niveau institutionnel qu'au niveau de la salle de classe. Comme on peut le voir, l'Afrique recèle de nombreuses ressources qui peuvent être établies à travers la langue, comme également à travers d'autres aspects culturels. Et si ces aspects culturels ne sont pas intégrés dans la salle de classe, il y a justement une difficulté à transmettre le savoir de manière générale, mais également est ancré sur la langue. Et c'est ça que nous allons commencer par prendre d'enclin les objectifs de développement durable. Nous savons qu'il y en a 17, parmi lesquels nous avons l'accès à l'eau, l'éradication de la pauvreté, l'éradication de la faim, la lutte contre la faim, la lutte contre le changement climatique, l'accès à la santé. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'accès à une éducation de qualité qui est souvent l'ODD 4. Et cette ODD a été redéfini par l'UNESCO, il ne faut pas vraiment redéfinir, mais on a retenu des principes clés qui sont l'enseignement et la formation technique et professionnelle et l'enseignement supérieur de qualité, l'environnement scolaire, l'égalité d'accès des personnes vulnérables à tous les niveaux d'enseignement et de formation, l'alphabétisme, et la numératie des jeunes et des adultes, les compétences techniques et professionnelles, les enseignants qualifiés, mais également l'enseignement primaire et secondaire gratuit et accessible à tous et de qualité. Ce qui revient, c'est la qualité. Comment est-ce qu'on peut former des enseignants qualifiés, avoir une éducation de qualité si on ne tient pas compte du contexte environnant, que ce soit un contexte minoritaire ou un contexte majoritaire, avec une langue prédominante, mais il y a un contexte dont il faut tenir compte. Et c'est pour cela que nous avons jugé utile de définir d'abord le contexte. Comme on peut le voir, Rispa et Fleuret insistent sur l'ensemble des conditions politiques, sociales, économiques et culturelles, linguistiques, institutionnelles, pédagogiques, interactionnelles dans lesquelles s'ancrent les situations didactiques. Donc, le contexte devrait tenir compte de toutes ces conditions-là afin d'avoir une éducation de qualité réussie. Et j'ai repris cela à travers un livre qui a été intéressant pour moi sur les acquis ici à l'Ontario, la didactique du français en contexte minoritaire, rédigé par
Joël Thibault et Carole Fleuret. Et dans ce même ouvrage, on pourrait constater qu'ils ont retenu 6 aspects contextuels. Moi, ici, je n'en ai retenu que 5 par rapport à notre conférence. Il s'agit des niveaux macro et micro, c'est-à-dire institutionnel et dans la salle de classe, parce qu'il y a parfois une divergence, le contexte linguistique d'apprentissage et la langue de transmission, parce que le contexte peut être idéal, mais si la langue de transmission n'est pas la bonne, alors les enfants développent des rapports à l'enseignement assez mitigés. Nous avons également un contexte institutionnel qui n'est pas toujours semblable à l'environnement naturel de l'apprenant. Et les représentations que les apprenants se font à partir des interactions, soit avec la langue, soit avec la matière enseignée, soit avec les camarades de classe, soit également avec l'enseignant. Et il y a également une dimension temporelle qui intervient, la durée, les contenus d'apprentissage, les trajectoires d'apprentissage. Et là, nous avons divers contextes multilingues, à savoir des contextes majoritaires et des contextes minoritaires. Au niveau des contextes minoritaires, nous avons observé à travers notre venue ici à l'Ontario qu'il y a des minorités ethniques qui sont également des minorités ethno-linguistiques. C'est le cas du français parlé par la minorité francophone. Alors que les minorités ethniques au Cameroun ne sont pas toujours les minorités ethno-linguistiques parce que le groupe ethnique peut être majoritaire, mais la langue n'est pas parlée par un très grand nombre de personnes. Et c'est pour cela que nous avons juste résumé le contexte majoritaire en insistant sur les cas des langues internationales qui sont aussi denses démographiquement que sur la superficie du globe, les langues transnationales qui concernent généralement les langues africaines qui sont parlées d'un pays à un autre ou dans plusieurs pays, et les langues véhiculaires qui sont véhiculaires juste dans ce pays-là. Et ça, ce sont les cas des pays africains. Quels sont donc les types de gestion de la diglossie en société et en classe? Ça, c'est la première question qui nous est venue à l'esprit parce qu'il y a une diglossie qui s'impose, qu'on le veuille ou pas, même si nous sommes dans un contexte où il y a une minorité de langues et que la langue enseignée est juste le français et on enseigne en français, alors les autres qui sont en double minorité, c'est-à-dire les migrants, les déplacés internes, tous ceux qui ne parlent pas français, ont également des enjeux. Comment est-ce qu'on gère cette diglossie dans la société et dans la salle de classe? C'est un débat qui a toujours eu lieu depuis des années. Ce n'est pas un nouveau débat, mais qui a toujours une empreinte sur les comportements pédagogiques. Et là, nous allons commencer avec l'historique de l'introduction des enseignements biplurilingues, mais d'abord en Europe. Selon l'article 2 de la Convention culturelle européenne, les États membres du Conseil de l'Europe s'engagent à faciliter la communication entre leurs ressortissants en encourageant l'apprentissage de la langue des uns et des autres, ce qui appelle une pédagogie communicative, dont on est centré sur les échanges, sur la communication. Dans les années 70, l'un des projets les plus importants a été le développement des spécifications de niveau seuil, d'abord pour l'anglais, puis ensuite pour la langue française, suivi de près par une trentaine d'autres langues. On ne cite pas souvent cette trentaine d'autres langues, mais on insiste sur l'anglais et le français, qui est notre cas de partage ici de bilinguisme. Ces documents propres à chaque langue spécifiaient les objectifs d'apprentissage afin de parvenir à une communication autonome dans la langue cible. Et c'est comme ça que démarre également l'enseignement de la langue sur objectifs spécifiques, parce qu'il fallait savoir pourquoi on apprend une langue, pour savoir pourquoi communiquer dans cette langue-là. Dans les années 90, le temps était venu d'élaborer un cadre d'apprentissage, d'enseignement et d'évaluation des langues en général, aussi complet que possible. Pour l'Europe, c'était facile, ça avait déjà débuté dans les années 60. Mais en Afrique, on a essayé avec quelqu'un que je nomme généralement mon mentor, Évariste Takiritumana, de réaliser dans un article un schéma qui pourrait également être propre à un cadre africain de référence pour l'enseignement, parce que cela n'existe pas et il faut donc commencer également à penser à mettre cette harmonisation sur pied.
Dans les années 2000, il y a donc l'adoption du cadre européen commun de référence et au-delà, il y a une proposition de l'approche actionnelle qui est également une forme d'enseignement et d'évaluation. Et là, en 2021, le CER est renouvelé. Dans le volume complémentaire complète et clarifie le modèle descriptif du CER en définissant et en développant une série de concepts. Et c'est là maintenant que le CER s'est étalé au-delà de l'Europe, a été réapproprié par les pays africains normalement à travers surtout l'approche actionnelle qui est souvent confondue avec l'approche par les compétences. L'historique de l'introduction des enseignements biplurilingues en Afrique remonte à l'époque des missionnaires. Quand les missionnaires sont arrivés avant les années 1800, ils sont arrivés et ont décidé de traduire la Bible dans les langues locales pour des besoins d'évangélisation. Donc, les personnes, ce qu'on appelait, moi je préfère souvent mettre entre guillemets les indigènes, cela était appelé à apprendre l'évangile, à étudier l'évangile dans la langue locale. Donc, il n'y avait pas possibilité réellement d'apprendre une autre langue parce que c'était la langue de l'administration. L'époque coloniale apporte une forme de renouveau, c'est-à-dire que les pays placés sous mandat ou sous colonisation, le Cameroun a été placé sous mandat, mais plusieurs autres pays ont été placés sous colonisation. Après l'ère allemande, on voit que toutes les politiques ont décidé d'une évacuation progressive des langues africaines du système éducatif. Et cela par de plusieurs manières. La première, c'était déjà la loi cadre qui interdisait l'usage d'une langue maternelle au sein de la salle de classe. Ensuite, il y a eu l'offre de bourse par le système de l'Indirect Rule, l'offre de bourse à tous les établissements qui ne parlaient qu'anglais, où on ne trouvait que l'anglais qui était promu. Donc, tous les systèmes ont quand même convergé vers une évacuation progressive des langues africaines du système éducatif, mais le bilinguisme était assuré par la maison où on parlait, les langues africaines étaient réservées pour les langues de la maison. Nous avons l'époque des indépendances où maintenant le choix revenait au pays d'adopter les langues de leur choix pour l'éducation, pour l'administration. Et on constate que les indépendances ont plutôt confirmé les effets de la colonisation en adoptant généralement comme langue officielle les langues des colons. Certains pays ont évolué en adoptant plusieurs langues. C'est souvent le cas du Sénégal où il y a eu plusieurs langues dans les années 60, 6 langues, mais elles ont été nommées des langues nationales et non des langues officielles. Et là, nous avons également l'expérimentation des enseignements sous un modèle de bilinguisme ou de trilinguisme additif. Et là, c'est le lieu de marquer l'entrée en lice du panafricanisme linguistique, avec plusieurs modèles d'aménagement linguistique qui ont été développés, dont le premier était avec Tadadjo Maurice, de regretter mémoire. Il a écrit en 1982 une proposition d'aménagement linguistique qui cadrait sur l'utilisation dans les 3 premières classes de la langue maternelle en majorité, c'est-à-dire à 85%, la première langue officielle à 15%. Ensuite, on va transiter progressivement pour revenir à un déséquilibre où le français ou l'anglais, la langue officielle première, serait utilisé à hauteur de 60% contre 40% pour la langue camerounaise. Et en fin de cycle, au cours moyen, la langue africaine, la langue camerounaise, n'était maintenant qu'une matière donc à utiliser et enseigner à hauteur de 15%. Donc, c'était pour que ces enfants puissent faire le CPE et avoir leur premier diplôme de fin de primaire. Ça, c'était le modèle d'aménagement qu'il avait proposé. Nous avons Chumbo qui a proposé plutôt un modèle toujours de trilinguisme, mais qui repose sur l'enseignement d'abord du français et de l'anglais, et ensuite l'association plus tard d'une langue africaine dans les années 87. Dans les années 2000, nous avons Tabi Manga qui est venu avec un quadrilinguisme pour
mettre maintenant une stratification des usages des langues, à savoir qu'il y a 4 strates. Les strates où la langue maternelle, elle est utilisée, c'est la première strate, elle est utilisée juste à la maison. Ensuite, les langues qui sont transnationales, qui sont utilisées pour les besoins quotidiens et véhiculaires, alors que maintenant, nous avons également des langues internationales et des langues qui sont le français et l'anglais, obligatoirement utilisées dans la salle de classe. Ce profil d'aménagement linguistique correspond à la réalité du terrain. Donc, on ne sait pas si c'est quand même un apport parce qu'on met déjà, on tient compte des langues africaines dans cet aménagement. Et plus tard, il y a eu le quadrilinguisme étendu de Jules Assoumou dans les 2010 qui suppose que l'enfant africain n'est trilingue. Donc, les langues qui s'ajoutent au lycée le rendent plutôt quadrilingue, ce qui n'est que très normal parce que à la maison, il a une première langue maternelle qui est sa langue maternelle pour ceux qui sont en milieu rural. À l'école, il apprend en français et avec l'anglais qui est devenu obligatoire, il apprend également l'anglais comme soit langue seconde, soit langue étrangère. Et au lycée, il a un choix entre l'allemand et l'espagnol pour tous les francophones. C'est obligatoire. Donc, on constate qu'il est naturel de proposer un modèle d'aménagement linguistique qui soit quadrilingue, qui corresponde au profil francophone de l'élève africain. Donc, on constate donc que la francophonie est une francophonie transformationnelle parce que fort des réussites et des propositions antécédentes, il y a eu les propositions de projets de la SCOLAF et les expérimentations qui ont été menées pour les modèles biplurilingues, comme on va le voir avec Élan Afrique, et là, qui a pris appui sur le projet de la SCOLAF pour déterminer comment pourraient être introduites les langues africaines de manière progressive. Et si nous commençons à présenter les programmes et les projets d'enseignement bimultilingue, on commencera par le PROPELCA, qui est le programme opérationnel pour l'enseignement des langues au Cameroun, qui a été proposé par Maurice Tadadieu et qui a survécu de 1984 en 2010. Donc, on a utilisé le modèle que je venais de présenter, le trilinguisme extensif, mais qui était surtout fonctionnel en milieu rural. Ensuite, les classes d'expérimentation pour ce PROPELCA ont été généralement le primaire, même si aujourd'hui, au Cameroun, depuis 2008, ce qu'il a proposé pour le secondaire est appliqué, l'enseignement du français aux anglophones et de l'anglais aux francophones, à travers les 4 volets de son programme, où le volet 1 concerne l'enseignement du français aux anglophones et de l'anglais aux francophones. Le volet 2 concerne l'utilisation et l'enseignement des langues camerounaises à l'école primaire. C'est lui qui a été le plus testé et expérimenté de 1984 à 2010. Et ce sont ces résultats qui ont permis un revirement généralement des institutions parce que ces résultats avaient été présentés lors des États généraux et c'est pour cela qu'on a pu changer également la loi de 1996 qui érigeait les langues, les 248 langues camerounaises en langue nationale, au lieu d'être juste des langues comme cela, et permettait également une introduction de cet enseignement des langues comme matière, des langues et des cultures camerounaises. Le volet 3, c'est l'enseignement de quelques principes linguistiques et de quelques langues locales au secondaire. C'est également déjà appliqué pas post-mortem, mais c'est appliqué à travers les manuels qu'ils avaient déjà proposés et repris parfois aussi par le volet Élan. Et le volet 4, c'est l'éveil de l'esprit critique de l'enfant au niveau des classes maternelles par l'enseignement et l'emploi des langues locales. Afin de conserver une passerelle entre la famille et l'école, il a proposé que ce soit les langues africaines qui servent de langue d'enseignement, surtout dans les milieux ruraux. Parce que expérimenter en milieu multilingue, ça a été difficile. Il a fallu utiliser justement une approche biplurilingue. Mais il faut noter que tous ces principes étaient basés sur cette parole. L'école coloniale a réussi à nous apprendre à mépriser nos propres valeurs culturelles et à aspirer aux valeurs occidentales. Nos langues faisant partie des valeurs culturelles tombent logiquement dans ce mépris. Ça, c'est donc, vous voyez que c'est dans un esprit de révolte
qu'il a proposé cela pour que les langues africaines ne tombent plus dans ce mépris, mais la première revalorisation, comme nous le savons, passe par les Africains eux-mêmes qui devraient utiliser leur propre langue pour les enseignements et les explications, comme on le voit souvent de manière informelle. Nous avons le cas de l'éveil aux langues de Michel Candelier, qui a pris naissance dans les années 90. Voilà Michel Candelier, quelqu'un qui nous a orientés dans nos débuts à travers l'éveil aux langues dans Jialing et Valing. Et nous constatons que l'approche plurielle qu'il est en train de présenter repose sur un ensemble. En fait, là, il n'y a que 3, mais sur 4 modèles: l'éveil aux langues, la didactique des langues intégrées, l'intercompréhension entre les langues parentes et l'approche interculturelle généralement prônée par Abdellah Pektel, qui est chez nous la personne la plus citée, avant de citer la didactique des langues intégrées. Et les objectifs de l'éveil aux langues de Michel Candelier, c'est développer des représentations et des attitudes positives de l'enfant envers toutes les langues qui sont dans l'environnement. L'ouverture et la diversité linguistique et culturelle, la motivation pour l'apprentissage des langues, pas d'une seule langue, mais des langues. Donc, comme dans l'éveil aux langues, il y a une préoccupation des langues qui ne sont pas utilisées dans les salles de classe, d'où on éveille l'esprit de l'enfant à s'identifier aux langues de l'environnement. Alors que dans la didactique des langues intégrées, on se préoccupe des langues qui sont déjà dans les salles de classe, comment les enseigner et quelles sont les pratiques pédagogiques à adopter. Nous avons également École et langue en Afrique ou Élan Afrique. Et quand c'est un partenariat entre l'OIF, le ministère des Affaires étrangères et du Développement international français, l'Agence française de développement et l'Agence universitaire de la francophonie. Ils ont mis en œuvre un système selon lequel l'apprenant pourrait commencer sa scolarisation dans une langue africaine, mais tout en conservant le français, et la langue africaine servirait en quelque sorte de base pour un meilleur apprentissage du français. Mais l'inverse aussi est possible. Le français peut également servir de base pour l'enseignement des langues africaines. C'est ce que nous avons proposé en 2013. Donc, on regarde l'évolution. Il y a la signature de la convention de financement avec l'AFD. En 2013, la signature de la convention de financement entre l'OIF et l'AFD pour le projet pilote. Et nous savons que ce programme est hébergé par l'IFEF ainsi que le programme IFADEM, mais en 2014, il y a eu une période de flottement où le projet était tant bien que mal mené dans des établissements pilotes. Or, il y a eu également un regain depuis environ 2 à 3 ans où la COVID a permis de mettre sur pied des MOOC et de mettre sur pied des formations à distance. Et là, il y a eu des appels à projets, par exemple en 2014, avec Bruno Morin, qui a, par la même occasion, revu et revisité les pratiques pédagogiques dans Élan Afrique. Et il y a également eu, toujours après le rapport de l'ASCOLAF, il y a eu des manuels qui ont été conçus, toujours dans le cadre d'école et langue en Afrique. Donc, si on regarde le bilan est assez positif parce qu'on est quitté de 8 pays au départ, c'est-à-dire le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Mali, le Niger, à 12 pays. Et nous avons également maintenant près de 23 000 classes bilingues, avec près de 2700 personnes formées, instituteurs formés. Donc, les enseignements bilingues qui sont assurés dans les classes périphériques, parce que ce n'est pas un milieu multilingue hétérogène linguistiquement, fortement hétérogène, que sont menés ou conduits les enseignements et les formations biplurilingues. C'est plutôt en périphérie où l'enseignant et l'élève ont la possibilité de partager la même langue et donc il est plus facile d'intégrer ce système d'enseignement et c'était réservé uniquement à un secteur francophone. Les anglophones n'ont pas été mêlés à cela, même si le pays était bilingue. Nous avons également l'IFADEM, Initiative pour la formation à distance des maîtres. Et dans cette initiative,
il y a une co-construction des dispositifs de formation des maîtres à distance, mais cela a souvent été de manière hybride. Le IFADEM a évolué en adoptant le 100% en ligne depuis pour répondre à la pandémie en 2019. Mais avant, c'était toujours une formation bimodale où des contenus étaient mis en ligne pour la formation des enseignants. Des livrets étaient également donnés et des supports numériques étaient également fournis aux enseignants à former, mais il y avait des séances en présentiel qui permettaient des échanges entre les tuteurs et les participants. Et cela a conduit à la production des livrets, mais sur 96 livrets à ce jour, il y a 5 livrets qui sont bilingues. Mais il faut signaler que ce n'est pas IFADEM qui décide de construire des livrets bilingues, c'est le pays demandeur, c'est le pays qui fournit les conditions d'élaboration des livrets. Et généralement, la plupart des pays préfèrent des livrets en langue française parce que cela concerne la langue française. Mais il y a des pays comme le Burundi, la RD Congo, qui ont eu des manuels justement bilingues. Le Cameroun également aura des manuels bilingues, mais français-anglais. Les autres, c'est français langue locale. Donc, le bilinguisme est également accepté à travers des projets comme Apprendre, qui était au départ entré sur les acteurs de l'éducation, mais également sur la collecte des données. Apprendre, c'est appui à la professionnalisation des pratiques enseignantes et au développement des ressources. Et j'ai retenu Apprendre parce que l'un des premiers projets retenus ou les appels à projets lancés dans le cadre d'Apprendre reposait sur les apprentissages bilingues, les enseignements et les formations bilingues, même si en 2020, un appel a été lancé sur l'entrée et le maintien des enseignants. Mais c'est toujours dans une perspective où on regarde comment utiliser les langues pour maintenir les enseignants. Donc, il y a un focus sur les formations bilingues ou biplurilingues. Nous avons Langue en dialogue également qui a permis le développement des pratiques, la construction des outils de manière plurilingue. Pas une seule langue était visée dans ce programme Langue en dialogue, mais c'est plusieurs langues qui doivent foisonner pour pouvoir valoriser les variétés du français ainsi que le multilinguisme dans l'espace francophone. Donc, nous avons également un projet qui a été financé par l'Observatoire de la langue française, c'est le projet Preslav. Et ce projet avait pour objectif d'examiner les variétés de français utilisées dans les salles de classe et dans l'environnement scolaire de l'élève, ainsi que de regarder les pratiques biplurilingues. Et donc, ces projets ont tous été financés par la francophonie. C'est cette francophonie qui a permis d'examiner les pratiques biplurilingues afin d'améliorer les systèmes éducatifs, de rendre les langues plutôt dans une cohabitation pacifique et non dans une cohabitation glottophagique. Et là, quand nous sommes en train de parler des langues d'enseignement, il faut signaler que plusieurs pays ont retenu des langues d'enseignement. Et ces langues, par exemple, si nous prenons dans le cadre des langues, nous avons les langues qui ont été retenues, par exemple, au Rwanda, en tant qu'aménagement linguistique. Au Rwanda, par exemple, il y a 4 langues officielles, à savoir le Kinyarwanda, le français, l'anglais et aujourd'hui le swahili. Mais on va constater que le Kinyarwanda est utilisé de la maternelle pratiquement jusqu'en début du secondaire et l'anglais intervient ensuite. Donc, ça, ce sont les politiques linguistiques des pays. Ensuite, nous avons le Cameroun où c'est le français et l'anglais qui sont utilisés comme langue d'enseignement et on va constater que les langues africaines n'interviennent que comme matière. Nous avons l'Algérie et les pays du Maghreb où on a l'arabe qui est principalement utilisé jusqu'au secondaire et ensuite intervient le français. Nous avons le Ghana où justement c'est un pays anglophone, mais
où le français est enseigné dans les départements de français et dans certaines écoles primaires. Nous avons plusieurs pays ainsi qui utilisent dans leur politique linguistique les langues africaines et le français afin de développer les pratiques biplurilingues. Et nous nous sommes posé une question ultime. Comment associer le cadre européen commun de référence à l'approche actionnelle et le multilinguisme? Donc, nous savons déjà qu'il y a des déplacements dans toute l'Europe, dans tout le Canada, dans toute l'Afrique. Ces déplacements peuvent être internes ou ces déplacements peuvent être externes. Donc, il faut tenir compte des langues des migrants pour l'enseignement. Il faut également avoir des instructions officielles, pas simplement copier-coller le cadre européen commun de référence, mais contextualiser cela afin que ce cadre corresponde au multilinguisme réellement vécu dans les pays africains. Nous avons la formation des enseignants à une didactique intégrée, ce qui est généralement appliqué de manière informelle au Cameroun, ou quand on arrive dans un milieu rural, bon, bien avant 2008, lorsque les cours de mathématiques, de français et autres étaient donnés en langue française, certains points sombres ou incompris par l'élève étaient expliqués en langue française. Nous avons développé cela au cours de notre mémoire et nous avons constaté que de manière systématique, les instituteurs revenaient à la langue maternelle. Mais quand on regarde le système repose aujourd'hui plutôt sur l'usage d'une seule langue pour pouvoir enseigner, même s'il y a un multilinguisme ambiant. Donc, nous pouvons nous poser quelques questions. Est-ce que l'APC, l'approche par les compétences, est l'approche actionnelle? Si oui, comment utiliser donc les compétences de l'élève pour pouvoir le rendre actif ou le rendre compétent? Nous avons l'approche par objectif qui est toujours restée, qui est toujours là. Et même si on dit que nous avons accepté l'APC, quand on part dans les salles de classe, même s'il n'y a pas une opposition dans ces approches, c'est toujours l'approche par objectif qui est utilisée et l'enseignant reste toujours au centre des apprentissages. Nous avons la mise en œuvre de l'approche convergente dans les pays comme le Mali depuis les années 87 et le Burkina Faso, où la langue maternelle sert de langue d'enseignement et de langue d'apprentissage. Alors, est-ce que nous sommes en train de partir du bilinguisme soustratif avant les 2000 à un bilinguisme additif? On commence par une langue, on superpose les autres langues. Et donc, nous pouvons conclure pratiquement à un niveau micro que cette ambiguïté se retrouve au sein de la salle de classe et peut participer à la création de situations pédagogiques inconfortables, voire ambiguës, parce que la mobilisation des registres linguistiques n'est pas toujours prévue ni maîtrisée par les enseignants et parce qu'elle n'est pas non plus nécessairement comprise par les élèves. Il se pose donc un problème de formation des enseignants de qualité dans cette francophonie que nous voulons transformationnelle. Nous avons déjà cité ces exemples de systèmes scolaires en Afrique francophone. On peut y revenir parce qu'on n'a pas parlé du Sénégal qui a débuté et imposé les langues nationales dès les années 60. Et aujourd'hui, il y a 25 langues nationales. En RD Congo, c'est toujours le français qui est utilisé, tout comme dans les autres pays, c'est soit le français, soit l'anglais. Que pouvons-nous dire en termes de conclusion? L'atteinte des ODD passe par une acceptation du multilinguisme dans les classes enseignées, aussi bien dans les niveaux minoritaires que majoritaires francophones. On ne peut atteindre les objectifs du développement durable que si on forme les enfants en fonction de leur contexte. La francophonie transforme les pratiques en mettant un point d'honneur à intégrer les aspects pédagogiques relatifs aux pratiques biplurilingues. Je dirais même pratiques biculturelles, parce qu'il faut savoir, justement aujourd'hui, j'étais en train de dire à Francis que je vais le charrier. Il y a des Africains qui ne savent pas prononcer des consonnes complexes et qui vont prononcer ND au lieu de Dipnu, on dira ND au lieu de Mboma. Donc ça, c'est dans l'aspect linguistique. Mais il y a aussi
des plantes qui existent, par exemple, dans les langues africaines. Nous avons une plante qu'on dit le quemchenou. Je ne pourrais pas décrire cela en français, à moins d'utiliser un terme hautement scientifique. Or, moi, je suis linguiste. Donc, il y a des réalités qui sont intraduisibles dans la langue française. Il y a des réalités aussi qui concernent les pratiques culturelles africaines qui ne peuvent pas être transposables dans la langue française. Et si elles ne sont pas transposables dans la langue française, il faudrait quand même que, quel que soit le pays où se retrouve le migrant, le déplacé, même si c'est dans son pays, il faudrait tenir compte de cet environnement et pouvoir ne pas le déraciner totalement, mais de créer une pluri-identité chez les enfants à travers l'école. Est-ce que ces idéaux sont réellement appliqués en Afrique subsaharienne? Parce qu'il y a une volonté des chercheurs, des panafricanistes à vouloir éradiquer le monolinguisme, mais est-ce que c'est vraiment appliqué? Parce que quand on entre dans les salles de classe, même l'enseignement des langues et cultures camerounaises dans les salles de classe se déroule en langue française. Quand c'est dans une région comme Yaoundé, on va voir l'enseignant utiliser le français pour la langue. Donc, il y a toujours un monolinguisme qui est prôné et les autres langues sont des langues soi-disant peut-être collatérales ou les langues partenaires. Je vous remercie. Si vous avez des questions ou s'il y a des remarques dans la salle, ce n'est pas moi qui gère le débat, c'est alors, oui, alors nous sommes deux à gérer le débat. Alors, tout d'abord, merci pour cette excellente présentation, cet excellent exposé. Alors, la façon dont nous allons fonctionner aujourd'hui, c'est que je vais m'occuper donc des commentaires en ligne. Voilà, et puis la professeure Fleuret va peut-être animer la discussion en présentiel. Et donc, si vous êtes actuellement en ligne, alors je demandais à la oui, voilà, arrêtez le partage, parfait. Mais ça va pas tenir. Ça va tenir encore. Ça va tenir une demi-heure. Okay. Alors, on va commencer, si tu es d'accord. Voilà, oui. On va commencer par dans la salle, déjà. Est-ce qu'il y a des commentaires? Alors, si vous êtes en ligne, je vous invite à écrire vos commentaires dans le salon de discussion, dans le chat, et puis je les partagerai avec le reste de l'auditoire. Je vais donner la parole à Mélissa. Merci beaucoup, c'était vraiment intéressant. Est-ce que j'aurais une question pour toi? Est-ce que tu auras un moyen de comment on pourrait appliquer ce qui se passe ici au Canada, enfin en Ontario, qu'est-ce qu'on devrait retenir et peut-être mettre en place qui marche? Je vais parler, je vais répondre un peu comme cette dame qui a dit, je ne connais pas bien le système ontarien, mais j'ai quand même lu cet ouvrage et il y a plusieurs idées que je partage et je vais donc partager cela. C'est-à-dire que le système ontarien, il y a des migrants, tout comme nous, on a des déplacés internes. Il y a un combat pour la reconnaissance de la langue française. Mais ce combat ne peut pas être réussi si on ne reconnaît pas que les migrants ont leur part de valeur. Donc, l'Ontario gagnerait déjà à reconnaître la part des migrants qui enfle le nombre de francophones et qui permet l'ouverture des écoles francophones, mais également d'enseigner en considérant qu'il y a un environnement. Donc, envoyer, comme Disney le disait, envoyer les enfants dans l'environnement, filmer les pratiques qui se passent dans leur quartier ou dans leur famille et revenir peut-être relater ça à travers des histoires, des vidéos, des écrits et maintenant par ricochet, comme dans les publications des BD que nous nous proposons, proposer des histoires multilingues, mais avec le français utilisé de manière majoritaire. Faire des résumés en français, mais savoir également refléter les cultures qui sont dans leur territoire. Donc, on combattra toujours pour le français. On aura plus de personnes qui s'inscrivent dans un système francophone qui reconnaît les valeurs des personnes qui composent cela.
y compris même des Ontariens, parce qu'il y a des pratiques. Je suis sûre que le français de l'Ontario n'est pas le même que le français du Québec. Donc, il faut également promouvoir également ces mêmes valeurs-là, ne pas juste enseigner le français standard, comme si les autres variétés de français n'existent pas. Donc, comment ces enfants expriment cela? C'est intéressant. Et la classe est même plus active, parce que